RMC, After Paris, François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 9 d'After Paris, saison 2025-2026, podcast à retrouver, vous le savez, sur l'appli RMC. Mais vous pouvez aussi nous regarder sur After Foot Télé, sur toutes les télés connectées et bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode d'After Paris, le podcast de ceux qui ont cru en Christian Wörns et Julian Draxler. Pourquoi je parle de deux anciens Allemands ? Parce que forcément, on va parler de match entre le Bayer Leverkusen et le PSG. Peut-être que toi aussi, Jean-Louis Tour est avec nous, a été déçu par Christian Wörns et Draxler. Bonjour. Bonjour tout le monde. Christian Wörns, il y avait de grosses attentes, je m'en rappelle très bien. Et il venait du Bayer Leverkusen. Oui, il y avait une grosse concurrence avec Alain Goma et Eric Rabessandratana à l'époque. Il n'a pas réussi à s'imposer, figure-toi. Et oui. De retour de Leverkusen. Ouais, c'est un plaisir d'être là. Bah oui. C'était bien Leverkusen, c'était sympa. Les commentaires aussi. Oui, sympa les commentaires. On adore les commentaires. Leverkusen. Oui. Le match était super. La ville, faites autre chose si vous avez un week-end à faire, allez ailleurs. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'accueillir évidemment pour revenir sur ce festival qu'a dû apprécier Jimmy Brown qui est là. Salut Jimmy. J'ai apprécié effectivement. Bonjour François, bonjour à tous. Et Julian Draxler ne m'a pas déçu, moi, il m'a procuré des émotions quand même. Ouais. Oh, on s'attendait à mieux quand même. La victoire au Vélodrome, le match au parc contre le Barça. Il y a quelques souvenirs quand même de Draxler. Quand même saluer notre ami Julien Taxis qui est là. Salut Julien. On va partir sur un quiz. Oui, vous savez qu'il n'y a que 4 Allemands qui ont joué au PSG. Kerrer et Trapp, les deux autres. Bravo. Oui, quand même. Ça va vite. Ouais, quand même. Bravo. Voilà. C'est son métier. Non, mais. Bon. C'est pas des franches réussites. Hein. Mais voilà, c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Non. C'est vrai que allemand au PSG, ça fonctionne pas toujours. En tout cas, la soirée a fonctionné pour le PSG. Première équipe, le PSG, à inscrire 7 buts à un club allemand à l'extérieur en Coupe d'Europe. Le club qui égale aussi le Bayern et le Real Madrid sur le nombre de victoires sur une année civile. Ça fait 12 victoires au total. Bref, c'est un carton impressionnant qui nous amène à se poser cette question dans cet épisode d'After Paris. Est-ce que ce PSG va être plus fort cette saison ? Et est-ce que le PSG va être capable de faire le back-to-back, comme on dit, gagner 2 fois de suite cette Ligue des Champions ? Juste avant de vous entendre, un petit élément de réponse donné par Luis Enrique, c'était en conférence de presse juste après cette victoire face à Leverkusen. Écoutez. C'est difficile de voir une équipe qui cherche de gagner tout. Nous l'avons fait l'année dernière et cette année, nous cherchons à essayer de gagner tout encore. Ce sera très compliqué, mais on a de la confiance de l'année dernière et on pense que notre objectif est un objectif réel et vrai. Avant de gagner, tu ne sais pas que tu peux gagner. Et c'est comme aujourd'hui, tout le monde à Paris sait que nous pouvons gagner. Et on cherche de continuer à améliorer cette idée. C'est joli de voir une équipe, un vrai un vrai plaisir, et c'est de la fierté quand tu veux jouer une équipe comme ça. Avant de gagner, tu ne sais pas que tu peux gagner, et maintenant tous savent qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Voilà ce que dit Luis Enrique. C'est cette idée avancée par le coach, en gros, qu'il y a une culture de la gagne désormais au PSG. Et Jean-Louis, toi, du post-commentateur à la Bayer Arena, est-ce que tu as senti aussi cet esprit de Paris Saint-Germain, notamment quand ils ont été un peu malmenés? Complètement. Et d'ailleurs, c'est mon argument principal pour répondre oui à cette question. C'est pour moi, mentalement, tout va être plus facile maintenant pour le PSG. Pour 2 raisons. Donc, comme l'a dit Luis Enrique, déjà, tu t'enlèves quand tu as gagné enfin la Ligue des Champions, cette chape de plomb qu'il pouvait y avoir sur les épaules des joueurs pendant toutes ces années et qui ont pu expliquer certains des échecs. Donc ça, maintenant, c'est terminé. Je pense qu'ils seront tous un peu plus légers de ce point de vue-là. Et le deuxième truc, c'est la confiance en leur système, leur façon de jouer, leur style, confiance en Luis Enrique, parce que ça a fonctionné. Et du coup, je pense que là-dessus, ils ont passé encore un niveau où ils savent très bien qu'avec cette façon de jouer, qu'avec ces habitudes, il y a un moment où le match tournera pour eux. Et cette confiance, ça se voit sur le jeu individuellement chez certains joueurs, on pourra rentrer dans le détail après, mais j'ai l'impression un peu que comme le Real avait ça à un moment, où le Real, même quand c'était compliqué, ils avaient cette confiance en eux, ils savaient qu'avec leur façon de jouer, ça pouvait tourner à un moment, et le PSG, alors ça m'a surtout fait cette impression-là à Barcelone, où ils savaient qu'à un moment donné, le match, même si c'est Barcelone, même si c'est une des meilleures équipes d'Europe, même s'il leur manque certains titulaires, avec ce système de jeu, cette façon de jouer, à un moment, ça peut tourner. Parce que les scénarios aussi se répètent depuis quelques mois de ce point de vue-là. Tu as parlé de Barcelone, Strasbourg, il y a quelques jours.
franchement 3-1 et c'était pas immérité pour Strasbourg. Je sentais que le Paris Saint-Germain, avec le coaching aussi, Luis Enrique pouvait revenir. On les a pas sentis perdre leurs moyens à Leverkusen. Tottenham en Supercoupe, enfin tout ce qui arrivait au Paris Saint-Germain avant arrive maintenant dans l'autre sens. Ils ont aussi cette croyance et cette capacité à inverser des matchs et on sent qu'au fur et à mesure du match, ils peuvent remonter. Ils l'ont fait encore une fois et ils le referont. Moi, j'ai un souvenir toujours de Unai Emery il y a quelques années qui dit les détails un jour seront en faveur du PSG. T'as l'impression que depuis City l'année dernière, les détails sont quand même très souvent en faveur du PSG. T'es accompagné d'une forme de réussite, mais qui se provoque évidemment. Même s'il a quand même hier. Non, Leverkusen, là typiquement, tu as le penalty qui est loupé de Grimaldo au début, c'est peut-être pas le même match à ce moment-là. Et puis après, tu demandes à Jean-Louis sa vision du post commentateur. Le penalty, non, mais non, justement, j'allais y venir. Il te demandait ta vision sur le PSG. Aussi, tu as très bien vu que cette culture de la gagne côté Leverkusen, elle n'existait pas et que c'est pas une équipe qui va candidater, ne serait-ce que pour sortir. Enfin, je veux dire, l'adversité, c'est aussi important. T'as pas joué encore. Mais il y a Barcelone aussi dans l'équation. S'il y avait que Leverkusen, je suis d'accord avec toi. En plus, il leur manquait 9 mecs et tout. Voilà. Mais il y a eu la victoire à Barcelone avec ton équipe B. Et qui t'a passé pour un rabat-joie avec un Barcelone qui n'était pas non plus moi sur Tottenham aussi, avec une forme. équipe sur les rotules, avec la moitié des titulaires qui n'étaient pas là. Tottenham, c'était marquant aussi de ce point de vue-là. Et là où je suis pas d'accord avec Jean-Louis, c'est sur le côté chape de plomb qui a pu s'enlever, etc. Parce que finalement, à part Marquinhos, t'as personne qui a connu ces échecs-là dans l'effectif actuel. Oui, mais si, t'as quand même le truc du club, tu veux dire. Ouais, t'as l'ambiance générale au club. Oui. Là, on t'a enlevé tout ça. Oui, quand oui. même. Après, il y a un truc qui est marquant aussi parce qu'ils aient confiance en eux maintenant et que tu sais qu'ils ont une partie qui récitent leur partition facilement. Ça, il y a pas de. Parlait d'Unai Emery, mais je crois qu'il parlait aussi du contexte supporter. Et là, je me rappelle ce qui s'est passé vendredi au Parc. Ça arrive depuis maintenant longtemps sous Luis Enrique. Le CUP et l'ensemble du Parc qui a 3-1 continue de pousser inlassablement. Et ça n'existait pas aussi il y a quelques années. Le public, on le sait, peut être versatile. Là, le CUP, les supporters savent que le Paris Saint-Germain peut revenir et sont aussi dans cette lignée-là. Alors, vous êtes plutôt quand même aligné sur, quand je vous posais la question, est-ce que c'est possible pour le PSG sauf le rabat-joie de la gagner une deuxième fois de suite? Juste quand même pour une petite précision pour ceux qui nous écoutent, c'est très rare de le faire quand même, gagner deux fois de suite la Ligue des Champions ces dernières années. Il y a le Real qui a gagné 3 fois de suite, 2016, 2017, 2018. Il y a l'AC Milan, ensuite, il faut remonter aux années 89-90. Et puis ensuite, pour ceux qui nous regardent, vous le voyez, Nottingham Forest, Liverpool, Bayern Munich, Ajax Amsterdam, ça c'est dans les années 70, Inter Milan dans les années 60 et le Real Madrid, évidemment, au tout début de cette Ligue des Champions. Ce qui veut dire quand même que ça serait un exploit monumental de le faire. On n'en est pas encore là, mais sur ces 3 premières journées de Ligue des Champions, l'impression laissée par le PSG par rapport aux autres clubs, encore une fois, on se dit qu'il n'y a peut-être pas un concurrent direct du niveau du Paris Saint-Germain. Moi, je suis curieux déjà de voir le prochain match contre le Bayern, qui est peut-être l'équipe qui donne la meilleure impression avec le PSG depuis le début de saison. Dans cette phase de Ligue. Voilà. Et puis après, il faut aussi rappeler, quitte à être encore une fois rabat-joie, que Liverpool, à pareille époque l'année dernière, marchait sur l'Europe, que le PSG mettait quasiment pas un pied devant l'autre en Ligue des Champions, et qu'en fait, c'est très bien. Moi, je suis d'autant... C'est très agréable de suivre les matchs du PSG, etc. sur cette première partie de saison, mais c'est pas maintenant en fait que la Ligue des Champions se joue. Mais ils le savent. Hein. Mais ça c'est sûr. Et la question c'est pas est-ce que le PSG va gagner une deuxième Ligue des Champions à coup sûr. La question, c'est est-ce qu'ils vont être plus forts? Bien sûr qu'on n'est pas sûr qu'ils la gagnent à la fin. Il y a toujours des histoires sur certains matchs qui tournent en ta faveur. Ça se trouve, Liverpool, t'as un peu moins de réussite et puis il marque. Ça se trouve, le sauvetage de Pacho contre Aston Villa, cette fois, il rentre. Voilà, ça peut arriver. Et ça pourra arriver en demi-finale, en quart de finale, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense quand même que globalement, et les 3 premiers matchs de Ligue des Champions le montrent, je pense quand même qu'avec tous ces leviers mentaux dont on a parlé tout à l'heure, ils vont être plus forts. Avec en plus, toujours pareil, le temps d'assimiler la façon de jouer de Luis Enrique, qui maintenant bonifie en plus des 11-12 joueurs de l'année dernière, bonifie aussi les autres. On sent qu'il est en train de tirer. Moi, par exemple, j'ai bien aimé le match de Zaïre Emery. On avait fait un épisode sur lui. Là, ça fait 2 matchs qu'il est en train de revenir aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il se passe un truc, même au-delà des 11-12 joueurs qui ont fait la victoire en Ligue des Champions, qui en plus, eux aussi, atteignent des niveaux encore supérieurs. Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, et encore, il manque des joueurs qui sont encore blessés. Donc, je me dis, en rajoutant ces joueurs-là qui, à chaque retour de blessure, tu as eu une progression qualitative. Si encore t'en rajoutes 2, moi, je pense que oui, ils seront meilleurs que l'année dernière. Jimmy parlait du Bayern. Je rajouterais quand même Arsenal dans l'équation, qui est pareil, qui a 3 victoires en 3 matchs, dont on sent aussi qu'il y a un processus, une forme de maturité qui est en train d'arriver à Arsenal. Alors, c'est plus
plus compliqué en championnat parce que la concurrence est absolument différente de celle du Paris Saint-Germain, mais on sent que cette équipe-là gagnera à terme avec Michael Arteta quelque chose. Le Bayern, oui, bien évidemment, parce que le Bayern roule sur tout le monde cette année, et je pense que le Paris Saint-Germain terminera quoi qu'il arrive dans le top 8, si possible dans le top 4, voire dans le top 2, parce qu'on sait que maintenant les règles ont un petit peu changé sur les matchs retour. C'est important, ça, d'ailleurs. À partir de la phase d'élimination directe, et après, je vous rejoins totalement sur le fait qu'à partir des huitièmes de finale, c'est une autre compétition, et que l'année dernière, Liverpool notamment, la pièce, elle pouvait tomber de l'autre côté, et qu'à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de faire des prédictions. Et la grande différence entre cette saison et la saison dernière, c'est que l'homme qui a été quand même grandement décisif dans le parcours parisien l'année dernière en Ligue des Champions n'est plus là, c'est Gianluigi Donnarumma. Était une vraie question, une vraie interrogation sur le gardien qui devra prouver à ces niveaux-là. Et juste pour finir sur les autres prétendants, enfin les autres concurrents au PSG, il ne faut pas exclure non plus que certaines équipes progressent ou aient un visage complètement différent. Comme Paris l'année dernière. Le Real, c'est le faire. J'ai hâte de voir le Classico de dimanche. Voilà, le Real et le dans Barça, cette mesure-là, pas du tout les deux. Et même Liverpool, ils sont pas à l'abri de se mettre à l'endroit aussi d'ici à la fin. Pour l'instant, le classement PSG 3 victoires, les autres clubs à 3 victoires, vous les avez cités, Bayern, Arsenal, il y a l'Inter Milan aussi qui était finaliste l'an dernier, et le Real Madrid qui a souffert sur certaines rencontres, mais qui est quand même à 3 victoires en 3 matchs. Donc forcément, c'est un peu tôt pour savoir ce qui va se passer dans cette suite de Ligue des Champions, mais malgré tout, dans le regard des autres aussi. Quand on voit, alors certes, le Bayer Leverkusen n'a pas montré beaucoup de choses lors de cette rencontre. C'est quand même numéro 5 de Bundesliga. Bon, voilà. Enfin, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'équipe qui avait été championne il y a 2 ans. C'est un effectif très jeune. Mais dans le regard, c'est quand même les adversaires dans le regard idéaux des autres, pour le PSG quand même. Dans le regard des autres, il y a quand même un renoncement. Et on l'a senti aussi contre ce PSG-là. C'est un renoncement. Le coach de Leverkusen à la fin, tu avais l'impression que ça y est. C'est plafond de verre pour Leverkusen, je pense, le PSG. C'est pas un renoncement, là. Encore une fois, ils avaient quand même plein d'absents. Ils n'ont pas perdu 2-0. Ils avaient plein d'absents et ils ont un style de jeu qui est suicidaire contre le PSG aussi. C'était la même chose pour l'Atalanta. Enfin voilà, que tu peux pas ouvrir le jeu comme ça contre le PSG. Est-ce qu'ils ont quand même envoyé un message au-delà du Bayer Leverkusen, mais aux autres équipes, aux autres clubs. Et par exemple, Jimmy parlait le prochain match contre le Bayern Munich. Quand tu dois affronter le PSG au parc et cette équipe-là, forcément, ça. Non, mais c'est sûr. Il y a 2 jours après le match, on avait Omar Da Fonseca dans l'after qui disait que dans le monde entier, lui qui voyage pas mal pour suivre la Liga, notamment en Amérique du Sud, etc. Cette équipe a fait forte impression dans le monde entier. Et je pense que la Coupe du Monde des clubs a joué aussi parce que tu voyais ça. Enfin, partout dans le monde, on a vu la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs derrière. On a vu cette équipe, les résultats qu'elle avait, le jeu qu'elle mettait en place. Ça plaît à tout le monde. Donc oui, forcément, tu fais forte impression à tes adversaires. J'ai bien aimé la revue de presse de nos collègues du web au lendemain du match qui relevait les gros titres en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Un m'a particulièrement marqué, une horde, je crois, de fauves affamés. Oui. C'est comme cela qu'est décrit le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui a d'ailleurs, petite stat aussi que j'ai vu passer, battu, je crois, les 10 meilleures équipes au coefficient UEFA sur l'année 2025. Donc City, le Real, le Barça, le Bayern, tout le monde. Franchement, cette équipe-là, je pense qu'elle fait peur aujourd'hui, d'autant plus lorsqu'elle est privée comme cela de 2, 3, 4 éléments clés. Et pour moi, le gros message qui a été envoyé à l'Europe, j'y reviens, mais c'est Barcelone. Barça, ouais. Et là, forcément, toute l'Europe l'a vu parce que c'était le match prestige, tout le monde attendait ça. On pensait que le Barça aussi avait un peu progressé. Et à l'arrivée, tu gagnes le match avec Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha quasiment, parce qu'il y avait énormément d'absents. Là, je parle des joueurs vraiment majeurs. Et entre-temps, certains reviennent, font progresser l'équipe, donc oui, le message de Barcelone fait mal et en plus l'équipe progresse derrière. Et puis avant de rentrer dans les individualités dans cet épisode d'After Paris, comme un petit mot sur cette volonté aussi d'écraser l'adversaire. Ça, bon, on le dit souvent, c'est une forme de respect pour l'adversaire, mais la volonté de continuer de marquer des buts. Ils ont bien respecté les Leverkusen. Voilà, là pour le coup, ils sont vraiment respectés, ils sont sentis respectés. Mais d'en marquer 7 à l'adversaire, la forme rouleau compresseur, ça aussi, c'est nouveau pour une équipe française. C'est ça aussi qui nous saute aux yeux. Et je pense que le côté 10 contre 10 a avantagé aussi le PSG. Tu as plus d'espace, etc. Le gardien de Leverkusen aussi a avantagé. C'est incroyable. Ils ont cadré 8 fois, ils mettent 7 buts. Exactement. Non, mais voilà, donc il y a cette volonté aussi à chaque fois d'aller marquer toujours plus de buts, comme un rouleau compresseur. Vous restez avec nous, deuxième partie d'After Paris, c'est dans un instant, et justement, on a posé la question pourquoi ils vont être plus forts cette saison. Des éléments de réponse dans un instant, avec notamment les individualités. À tout de suite. Jean-Louis Tour, de retour de Leverkusen, il est très content et on est très content de l'avoir avec nous. Julien Taxis, Jimmy Brown pour cet épisode d'After Paris sur ce PSG. Qu'est-ce qui ferait donc que le PSG pourrait être plus fort cette saison ? Il y a Jimmy qui a pointé du doigt les quelques doutes, on va y venir,
Chevalier, Zabarni peut-être, les recrues. Juste avant quand même, sur la progression des joueurs, tu l'as évoqué un petit peu Jean-Louis, mais individuellement, est-ce qu'il y a des joueurs que vous voyez plus forts, tout simplement, que la saison dernière, qui était pourtant une saison extraordinaire, et on l'a dit ici, pour une majeure partie de joueurs qui se sont révélés quand même. Est-ce qu'on les voit à date plus forts que la saison dernière? Moi, j'en vois pas encore qu'ils soient plus forts, parce que Nuno Mendes était déjà un niveau stratosphérique en deuxième partie de saison dernière. Hakimi, pareil. Celui que j'imagine plus fort encore que la saison dernière, et là, et son retour de blessure, enfin, moi, je veux dire, l'impression que m'a fait Doué sur une mi-temps, la capacité à être décisif comme ça, si Doué, il arrive à être épargné par les blessures et à enchaîner et à continuer sa progression qui est logique, parce que lui, il est particulièrement jeune. Oui, lui peut encore passer un cap, je pense, sous Luis Enrique, et à voir à quel poste il va l'installer d'ailleurs. C'est une interrogation. Est-ce qu'il va finir dans la ligne du milieu? Est-ce qu'il va s'installer sur l'aile gauche comme la saison dernière? Faudra voir, mais moi j'attends beaucoup de la progression de Désiré Doué, je pense. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui sont plus forts, on pourra parler peut-être de Vitinha, mais il y a des joueurs qui reviennent bien, et on a parlé de Warren Zaïre-Emery, qui redevient un élément dans l'équation au milieu de terrain. On peut parler de Seny Mayoulou, qui n'avait pas encore le même rôle la saison dernière, bon, jusqu'à la finale de Ligue des Champions où il rentre et il marque. Je pourrais même citer Lucas Hernandez qui redevient une option crédible derrière. Oui, Luis Enrique a de plus en plus finalement, malgré les blessés, d'options, et c'est ça qui rend ce groupe plus fort, plus élargi et encore plus concurrentiel. Moi, je trouve qu'effectivement, tout le monde progresse globalement, c'est-à-dire les seconds couteaux, entre guillemets, en tout cas les joueurs de rotation, sont mieux que l'année dernière, tu viens de les citer, et les joueurs titulaires qui étaient énormes, je trouve quand même que certains sont encore plus énormes. Et c'est vrai, Nuno Mendes et Hakimi, ils ont été très bons en deuxième partie de saison. Mais Pacho, par exemple, c'est monstrueux. Et c'est par ses absences qu'on se rend compte vraiment à quel point il est vraiment monstrueux. Et pareil avec Vitinha, bien sûr, mais ça on en a suffisamment parlé depuis le match. On va en parler quand même. Et alors Désiré Doué, bien sûr, même si moi, par contre, au milieu de terrain, il faut me convaincre encore. Là, je reste pour Désiré Doué. Ouais, j'ai encore un doute quand même. Et même si ça a l'air sexy sur le papier, tu te dis, oh là, un mec comme ça, vu son toucher de balle, vu ce qu'il est capable de faire, de le mettre un peu plus bas. Et vu la volonté de Luis Enrique de changer un peu, tu vois, de surprendre un peu plus, voilà, ça passe peut-être par ça. Et puis ça libère une place offensive pour quelqu'un d'autre. Donc sur le papier, ça a tout pour être sexy, mais pour l'instant, ça n'est pas encore concret pour moi. Et je trouve que le rôle des milieux de terrain sous Luis Enrique, c'est un rôle tellement important, et c'est vraiment le milieu de terrain pur, Ruiz, Neves, Vitinha, ce trio-là est tellement important et tellement fort que je pense qu'il doit en faire beaucoup plus, même dans la régularité au cours d'un match. Mais là, en faux neuf, il était positionné en faux neuf. Oui, faux neuf, je pensais plus à Strasbourg, tout à fait. Mais là, c'est une vraie solution pour le coup pour Désiré. Oui, quand tu vois à quel point il y a un an aussi une marge de faux neuf, la solution ce sera toujours Dembélé. Il a quand même une marge de progression aussi. Et c'était le dernier, moi je voulais citer quand même Dembélé, même s'il n'y a qu'une entrée contre les Leverkusen. Et on aurait pu avoir un doute sur comment il allait digérer le Ballon d'Or, comment ça allait se passer l'année d'après. Il mettra peut-être pas autant de buts que l'année dernière, mais quoi qu'il arrive dans le jeu, dans cette façon de jouer de Luis Enrique, du neuf qui décroche, qui vient participer, il apportera toujours. Et lui aussi, je pense qu'il peut même encore progresser. Ah oui. Parce qu'il y a une vraie question. Mais pas forcément sur le réalisme, devant le but, mais dans l'apport au jeu, dans cette façon de s'incorporer, d'être le milieu de terrain supplémentaire, ce qui est très important dans le système de Luis Enrique. Et je pense qu'il peut passer un cap aussi. La clé aussi pour Dembélé, c'est de savoir si, maintenant que tu es Ballon d'Or, est-ce que tu vas garder encore cette intensité défensive qui a tellement impressionné, qui a été tellement importante. S'il arrive à garder ça, le PSG va être encore très très fort. Je pense qu'il a pas le choix. Et tous, ils n'ont pas le choix avec Luis Enrique, et ils l'ont bien intégré. Moi, le Daniel Riolo se moquait moi dans l'after parce que je disais ça, mais Barcola par exemple, il a énormément couru à Leverkusen, il s'est mis en mode Ligue des Champions, et ça Luis Enrique demande à tout le monde. Doué aussi a fait des pressings qu'il faisait pas forcément sur d'autres matchs, et je pense qu'il arrive à conditionner les joueurs pour ces matchs-là à haute intensité, pour que tout le monde court énormément, et donc je pense que Dembélé est obligé de le faire aussi. Mais le jeu de Luis Enrique est très exigeant, et souvent par le passé dans les clubs où il est, tu vois, à Barcelone notamment, la deuxième saison, tu vois, il faudra aussi voir sur la durée s'il arrive à garder tout le monde mobilisé, etc. Il n'a jamais fait etc. plus de 3 ans dans un club. Luis Enrique, là, c'est sa troisième. Barça, et s'il enchaîne sur une 4e saison au Paris Saint-Germain, ce sera l'entraîneur à la plus forte longévité de l'ère QSI. Donc bon, voilà, on sait qu'avec ces entraîneurs-là,
d'une très très forte exigence. Ça dure rarement plus de 3 ans. Après, le groupe a été créé pour lui aussi. Oui. Il a un groupe de joueurs qui fait que normalement. Ça, pour moi, le début de saison dissipe quand même quelques doutes. Hein. On aurait pu se dire, est-ce qu'ils vont continuer à courir comme ça pour Luis Enrique parce que c'est très exigeant. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils répondent présent. Non, mais ils sont dans une forme de plénitude. Il y a tout qui va avec, la confiance, l'engouement. Enfin, effectivement, je les vois pas lâcher là maintenant. Après, il faudra voir quand il y aura un petit grain de sable. Alors, autre argument pour dire que ce PSG sera plus fort, c'est évidemment Vitinha. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais on voulait quand même écouter ce que disait Paoletta. C'était chez nos amis de Rotten sans flamme, donc portugais comme Vitinha, qui juge le début de saison de Vitinha encore exceptionnel contre Leverkusen. Écoutez Paoletta. Lui et Pedri de Barcelone, je crois que c'est deux joueurs qui ont un niveau énorme. Ça fait repenser à l'époque de Iniesta. Il perd pas la balle, c'est un joueur qui est toujours bien placé. Quand il a le ballon, il sait tout faire. Il perd pas, il fait pas une erreur, il arrête pas une passe. C'est vrai, une qualité. En plus, il est en confiance. Ils sentent la confiance de l'équipe, ils sentent la confiance de son coach, de club. Et ça, c'était important pour lui. C'est un joueur, c'est un phénomène. Il le compare à Pedri du Barça. C'est amusant, mais quand je vous ai posé la question qui peut être plus fort, Vitinha, pour moi, il peut être vraiment plus fort encore. Il peut être encore plus fort que ce qu'il a été la saison dernière. Mais, sur le match de Leverkusen, on voit toute la différence effectivement quand il est pas là. C'est pas le même PSG. Un PSG sans Vitinha, c'est pas pareil. Mais c'était déjà, moi, c'est pas pour minimiser du tout Vitinha, mais moi je le trouvais déjà stratosphérique en fait en deuxième partie de saison. La finale de Ligue des Champions qu'il fait, c'était incroyable. Déjà l'année dernière, quand t'avais un PSG avec et sans Vitinha, et aussi un PSG avec et sans les trois en fait. À Villa Park, qui passe à travers en seconde période, et c'est là où tu prends l'eau. Il y a une forme de régularité totale qu'il y avait peut-être pas chez Vitinha, et même lorsque le PSG passe à travers, le match à Marseille cette année, c'est l'un des seuls c'est le seul qui surnage. Donc c'est peut-être en ça que Vitinha paraît encore plus fort cette année, c'est qu'il rate quasiment plus aucun match aujourd'hui. Là, le seul doute que je peux avoir, c'est que là maintenant les adversaires vont s'habituer, et je pense qu'il y aura des plans anti-Vitinha avec des joueurs qui vont le serrer, qui vont aller le presser, un peu plus que les Leverkusen par exemple, où il a joué dans un fauteuil, c'était incroyable. Parce qu'aussi il avait quand même identifié, j'imagine, à Leverkusen comme mais là, la je pense que eux, a priori, ils pouvaient rien y faire, les Leverkusen. Mais après, les grosses équipes de Première Ligue, celles qui mettent beaucoup d'intensité, le Bayern aussi, à mon avis, il y aura un joueur dans la zone de Vitinha qui ne lâchera pas. Mais la différence, c'est qu'à côté, tu auras probablement Fabien Ruiz et João Neves, qui n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir Varane et Mayoulou, quoi. C'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, il y a aussi autre argument, vous en avez parlé, Dembélé dépendance, dont on parlait un petit peu quand même au niveau des buts marqués la saison dernière, avec ses 35 buts marqués. Là, si on regarde la liste des buteurs, il y a 13 joueurs différents qui ont marqué un but déjà cette saison. Il y a Barcola qui est pour l'instant avec 4 buts, et pourtant il n'a pas marqué contre Leverkusen. Et ensuite on trouve des joueurs comme Neves, comme Mendes, comme Ramos qui ont marqué 3 buts. Vitinha, Mayoulou, Kvaratskhelia, Doué sont aussi parmi les buteurs, et Pacho se met à marquer puisqu'il a marqué pour la première fois. Bref, 13 joueurs différents, et Hakimi n'a pas encore marqué, donc ce qui veut dire qu'il y a une vraie qualité. Excuse-moi de t'interrompre, mais on doit parler de Dembélé dépendance la saison dernière au niveau des stats. J'ai un doute quand même. Regarde les gros matchs. Finale, il marque pas. Hakimi a marqué des buts importants sur les tours précédents. Nuno Mendes marque aussi. Oui, tout à fait. Il en met des importants. Mais j'irais pas jusqu'à dire Dembélé dépendance, tu vois. Ouais, ils ont quand même pesé ces 35 buts dans la saison, je veux dire. Et ils ont pesé, bien sûr, mais dans cette équipe, c'est tellement, ça peut tellement venir de partout que j'irais pas sur cette expression. Vous pensez pas que justement cette année-là, ça peut, je sais pas. Sur la saison dernière, il y a quand même une forme de dépendance en deuxième partie de saison, parce que ça marche pas quand Dembélé marque pas la période septembre, on va dire décembre. Derrière, il marque et tout s'enclenche bien. Je pense pas qu'à contrario, il y ait une Dembélé dépendance, parce que le danger est encore plus protéiforme, comme viennent de le montrer les stats, que l'imprévisibilité tant voulue par Luis Enrique est encore plus forte. Il y a le 11 de départ, il y a la feuille de match, et puis derrière, il y a ce qui se passe pendant le match. Le but de Nuno Mendes, c'est R9, quoi. Il est dans l'axe, on se demande qui. Mayoulou numéro 9. Honnêtement, c'est tellement illisible pour les adversaires que voilà, c'est encore un argument de plus pour ce Paris Saint-Germain-là. C'est presque encore plus illisible que l'année dernière, encore une fois, parce que j'ai l'impression que Luis Enrique
cherche encore à être, et tu l'as dit Julien, encore plus imprévisible par ses choix, en positionnant certains joueurs à d'autres postes, en faisant travailler peut-être des joueurs à des postes spécifiquement. Bref, c'est pas pour rien qu'il passe 45 minutes dans la tribune quand il est au parc pour étudier. Non, notamment sur les positionnements Barcola, Gvara, qui ont énormément permuté. C'était déjà le cas, mais peut-être encore plus cette saison que là. Enfin là, sur les matchs de Leverkusen, ça a bougé énormément. En revanche, c'est pas le même à droite et à gauche. Hein. Mais ça, je vais te dire, c'est le truc le plus identifiable en fait. Il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Ils ont percuté pendant la mi-temps. Finalement, c'est assez simple, tu vois. Mais par contre, les milieux de terrain, le mouvement des milieux de terrain, c'est exceptionnel, en fait. Moi, j'ai vu à un moment Vitinha être en position de numéro 9 parce qu'il y avait un espace libre devant. Et donc, il fait l'appel sur un ballon de Zahir Emery qui était arrière-gauche. Enfin, je veux dire, les positionnements, à un moment, c'est... Mais eux arrivent à s'y retrouver. Et c'est injouable pour les adversaires aussi, ce mouvement permanent des milieux de terrain, des latéraux. Les latéraux, Enfin, j'ai mis une petite caméra isolée après le but de Nuno Mendes. Il a continué. Il était numéro 9 pendant une séquence de 10-15 minutes, Nuno Mendes. Ce qui est fascinant d'ailleurs, et ça tu t'en rends compte du stade, c'est que tout est très coordonné pour garder quand même, quand c'est Nuno Mendes qui monte, c'est un autre qui reste derrière, parfois Vitinha, parfois Neves l'avait fait. Quand c'est Hakimi qui monte, la plupart du temps, c'est un autre qui reste en soutien, et ils arrivent quand même à chaque fois à s'adapter. C'est que c'est bien travaillé à l'entraînement et que le système Luis Enrique est de mieux en mieux assimilé. Et puis voilà, il cherche toujours à surprendre Luis Enrique. Alors, il nous reste quelques minutes, mais juste quand même puisque tu en as parlé, Jimmy, peut-être quelques doutes, toi, sur le gardien Chevalier qui remplace donc Donnarumma. Et puisqu'on parle des recrues, il n'y en a eu que 2 majeurs cette saison. C'est vrai que Zabarni exclu, c'est peut-être les 2 questions du PSG actuellement, quoi, pour se dire est-ce que le PSG va être plus fort en termes de recrutement. Oui, alors Zabarni, il est là pour être la doublure de Marquinhos, il part pas titulaire, donc pour moi c'est peut-être un peu moins important, mais la vraie interrogation c'est Lucas Chevalier, effectivement, jusqu'à présent. Alors après, on va pas l'incriminer sur le match de Leverkusen, il prend une lucarne de l'espace et un penalty, c'est pas sur ce match-là que tu peux lui reprocher des choses, mais c'est sûr, moi on me dit souvent, et c'était l'argument de Luis Enrique d'ailleurs, vous les médias, vous avez allumé Donnarumma pendant 4 ans, etc. Mais oui, mais là il vient pas remplacer Donnarumma qui vient d'arriver au PSG, en fait. Il remplace le Donnarumma qui vient de faire 6 mois extraordinaires où il marchait sur l'eau. C'est ce Donnarumma là que tu es censé remplacer, donc forcément tu as des exigences. Et après, non, mais rien ne dit qu'il sera pas au niveau. Et puis il va changer de métier à partir des 8e de finale, il va retrouver celui qui était un peu le sien à Lille. Oui, alors à Lille où il y avait 15 tirs cadrés contre le Real, si tu joues Liverpool, tu vas avoir 7-8 arrêts à effectuer. Je dis pas que ce contexte-là, il doit pas réussir à le surpasser à un moment où il y a que 2-3 arrêts à faire parce que c'était le PSG, mais voilà, la phase à élimination directe sera aussi différente pour Chevalier. Bon, en tout cas, voilà, les doutes peut-être pour savoir si le PSG sera plus fort, ça vient de là, notamment. Et de la profondeur de banc pour moi quand même. Parce que même si Jean-Louis le disait, il y a des joueurs qui ont émergé. Oui, mais moi ça m'étonnerait pas que malgré ça, comme un peu à la manière de Gvara la saison dernière, il recrute un profil au milieu de terrain ou une véritable doublure à Hakimi notamment. Enfin voilà, il y a quand même quelques trous dans l'effectif, parce que là on reste sur l'impression exceptionnelle laissée à Leverkusen, mais il y a eu des matchs de Ligue 1 avant où en l'absence de joueurs importants, tu galères. Faut pas oublier que le PSG est pas leader de Ligue 1 au quart du championnat, ce qui est quand même pas anodin, que tu as eu du mal, t'es revenu assez miraculeusement contre Strasbourg. Bon, Lille, on va le mettre de côté parce que ça avait vraiment énormément tourné, mais il n'y a pas une marge extraordinaire en Ligue 1. Alors, et évidemment, tout le monde est obnubilé par la Ligue des Champions, mais faire une bonne saison, être encore plus fort que l'année dernière, ça implique aussi d'être très bon en Ligue 1, de garder la Coupe de France. Faut pas oublier qu'il y a eu triplé l'année dernière. C'est ce qui avait permis cette avance de 10-15 points en Ligue 1 de beaucoup faire tourner sur la fin, de lâcher l'invincibilité. Exactement. En Ligue 1. Ouais. Donc ça, c'est à surveiller forcément pour savoir si ce PSG sera plus fort cette saison. Bon, on va te remercier Jean-Louis, merci d'être passé. Merci à vous. Le prochain voyage, ça sera pas très loin, ça sera à côté, Parc des Princes pour le PSG Bayern. Oui, exactement. Et de la Ligue 1 avant. Entre-temps, la Brest. C'est pas tout près, mais il y aura quand même un Brest-Lyon. Magnifique, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Jimmy. Merci à vous. À très bientôt dans After Paris. Merci Julien. Avec grand plaisir. Et puis toi qui nous écoutes, pense à t'abonner, bien sûr au podcast, à la chaîne YouTube aussi de l'After, à laisser tes petits commentaires. C'est toujours très sympathique les petits commentaires sur YouTube, moi j'adore. N'hésitez pas, vous pouvez liker, commenter et partager cet épisode. Et d'ici là, l'After Paris revient la semaine prochaine. Évidemment, à très bientôt. Salut à tous. RMC After Paris.